Bonjour tout le monde, vous êtes sur un moment de fan, toujours comme d'habitude à la librairie aux Merveilles, 5 rue Bayard à Grenoble, toujours avec Fred qui m'accompagne hors caméra. Et je suis là. Et il est là. Et là. Celui que vous voyez actuellement sur votre écran, mesdames, messieurs, on est très content de l'accueillir. C'est sa première fois dans l'émission, j'allais dire dans la librairie, mais non, pas du tout, non, il a déjà dévalisé les stats. Voilà. C'est sa première fois dans l'émission, c'est Ludovic Guichard, vous ne le connaissez pas encore, et pourtant, il gagne d'être connu, croyez-moi. Est-ce que tu peux montrer l'ouvrage que tu as publié chez Ford? Quelle version? Que je te transmets. La version collector. Version collector. Voilà. Que, a priori, vous ne trouverez plus. C'est déjà épuisé. Plus facilement, vous voyez. Chez Ford Edition. Mais et la version classique. Voilà, la version classique qui est belle aussi. Qui vient de paraître. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te reçoit. C'est parce que tu as fait une somme sur Lovecraft, puisque le bouquin fait quand même 470 pages, quelque chose comme ça. 488. 488. Et la version uncut, le director's cut faisait encore plus. Donc ouais, on est vraiment sur un beau bébé. C'est ton premier bouquin. Oui. Et donc on va explorer un peu tes inspirations, ta façon de travailler et bien évidemment ta passion pour Lovecraft. Alors Ludo, tu connais un petit peu le principe de l'émission, de ces petites capsules là. C'est vrai qu'on t'a posé un ensemble de questions qu'on va dérouler pendant l'interview. Mais du coup, comme tu as écrit un bouquin sur Lovecraft et comme il est question de te demander ce que tu aimes et tes sources d'inspiration, j'ai envie de te demander une question un peu dérivée, te poser une question un peu dérivée, c'est-à-dire que, en gros, ce projet-là, comment il est né avec Ford Edition? Eh bien, je connais quelqu'un du nom de Clément Pellissier qui m'a mis en contact avec Third, en fait, pour écrire ce livre. Le projet n'est pas venu de moi, entre guillemets, au sens où c'était une idée qu'avait Third pour sa collection littéraire. En revanche, c'est personnellement un projet, c'est-à-dire, ou en tout cas une idée que j'ai en tête depuis la fac, puisque j'avais commencé un cursus, j'ai fait une licence de lettres et j'avais commencé un master recherche, et à l'époque j'aurais voulu faire un mémoire sur Lovecraft. On m'avait répondu que c'était un peu trop classique. Je m'étais dit si je continue en recherche, je ferai peut-être la thèse sur Lovecraft, sait-on jamais. Et finalement je suis parti dans l'enseignement, j'ai fait autre chose. Donc quelque part c'est aussi l'aboutissement d'un projet qui a plus de 10 ans en fait maintenant. Voilà. Et il me semble que si j'ai bonne mémoire pour t'avoir quand même suivi tout au long de cette rédaction, puisque vous l'avez compris, on se connaît bien depuis quelques années avec Ludo, c'est un projet qui t'a pris quelques années d'écriture. Hein. Oui, tout à fait. Alors déjà parce que le sujet en lui-même, d'où les presque 500 pages, est assez abyssal, sans mauvais jeu de mots, ou tentaculaire, c'est selon. Mais ensuite parce que j'ai un autre emploi à plein temps qui prenait mon énergie cognitive, disons, et comme beaucoup de monde, mais et puis en plus j'ai eu quelques aléas qui ont retardé l'écriture un petit peu. Voilà, donc c'est vrai que ça a pris 4 ans entre le premier contact avec Third et la publication. Et toi-même s'est déroulé 5 ans. Mais l'écriture elle-même a pris 4 ans. D'autant que j'avoue avoir fait le choix d'essayer de fouiller le sujet en fait le plus possible. Et dans un second temps on a travaillé avec l'éditeur, ça a été assez d'ailleurs assez fluide globalement là-dessus, de couper pour rendre la chose plus lisible, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de sortir un director's cut de 1000 pages. Non, je n'en ai pas écrit 1000, mais voilà, donc ça explique le temps assez long d'écriture. De maturation, ouais. Exactement. À préciser aussi que le bouquin, donc évidemment, est divisé en différentes sections, et il y a des illustrations. Et il me semble, arrête-moi si je me trompe, que c'est toi qui les as faites. Oui, pas celle de la couverture. Hein. Alors, pas celle de la couverture. Sinon, il faut que tu changes de métier. Oui, c'est ça. Que tu as raté ta vocation. Oui, effectivement, c'est celle de l'intérieur. Oui, il y a eu là aussi beaucoup d'échanges avec l'éditeur.
on a pris ce parti en fait de mettre des illustrations sur au début de chaque partie. Donc, tu nous en montres quelques-unes? Ah oui, oui, ça je peux. Ah ouais. Alors voici. Oui, elle est même plus belle que mes illustrations. J'ai aucun mal à le dire. Honnêtement, pour quelqu'un qui n'est pas illustrateur d'origine, vraiment. Si la côte de la Nouvelle-Angleterre, où vous arriverez pour la partie biographique. Et un peu plus loin, il y en a une aussi que j'aime bien parce que j'ai eu du mal à la faire en fait, au sens où j'ai beaucoup cherché de concepts. Exactement, c'est Azathoth. Tiens, puisque tu as la page. Voilà, tiens. Voilà Azathoth. Ah oui. Le chaos nucléaire à l'origine de tout. Ah franchement, non, c'est très bien fait. Bravo à toi. Voilà. Alors peut-être on peut se demander aussi dans un premier temps quelle est ta manière d'accéder à l'imaginaire, et notamment à l'imaginaire Lovecraftien, mais pas que, tu lis aussi d'autres choses. Dis-nous un peu tes lectures, tes premières lectures, c'était lesquelles? Alors là, je vais répondre en deux parties, c'est-à-dire que la manière... Alors les premières lectures... imaginaire, on va dire. Imaginaire, voilà. De fiction. Ouais. Alors là, c'est encore une troisième partie. Ça, je vais répondre. Alors, ça remonte à loin, c'est-à-dire que mon premier contact avec l'imaginaire, avant même la lecture, c'était, outre les dessins animés que j'ai pu voir, celui qui m'a marqué, c'était Star Wars épisode 5, le souvenir le plus lointain que j'ai. Je devais avoir 4 ans quand mon père me l'a montré. Je pense que ça a été assez décisif dans mon intérêt pour la science-fiction, puis après pour les autres genres de l'imaginaire. Tu as commencé par l'Empire contre-attaque, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas en fait si j'ai commencé par l'Empire contre-attaque. C'est le souvenir le plus lointain que j'ai en fait. Mais peut-être qu'avant j'ai vu le 4, mais je me souviens notamment de gamin émerveillé sur la bataille de Hoth, devant la bataille de Hoth, et puis fasciné par Dark Vador. C'est mes souvenirs les plus lointains. Le premier souvenir que j'ai de Star Wars, un nouvel espoir, maintenant qu'on appelle la vraie guerre des étoiles, c'était pour sa ressortie au cinéma, je crois. Donc c'était plus tard. Et j'avais dû le voir avant, mais je m'en souviens pas. Et puis après, je suis passé par... mes premières lectures, c'était plutôt Club des 5 ou Mickey, je pense comme beaucoup de monde. Après, il y a eu les chairs de poule, je pense, qui ont été assez décisifs aussi dans et pour moi donc mon amour pour l'horreur. Comme je le disais tout à l'heure, sur un peu le même continuum, j'adorais les Scooby-Doo avant de pouvoir lire les chairs de poule. Mais les chairs de poule m'ont beaucoup marqué, beaucoup plu. Il m'arrive d'ailleurs d'en relire. C'est... Le Pantin Maléfique, par exemple. Ouais. Il y avait la série télé aussi qui était très très bien faite. Et oui, qui m'avait terrifié parce qu'elle laissait moins de place à l'imagination, disons, que le livre. Et je pense que j'ai été assez... j'ai eu du mal à m'endormir le soir du jour où j'ai vu le Masque hanté. Surtout qu'il était coupé en deux parties et la deuxième partie ne venait pas tout de suite. Donc ça s'arrêtait au moment où on ne pouvait plus l'enlever. Et donc voilà, ça c'est pour l'épouvante. Bon, après, à l'adolescence, c'est les films d'horreur qu'on regarde, les slashers, etc., qu'on regarde à cette période. Pour les autres genres de l'imaginaire, il y a des collections. Voilà, donc j'ai pu aller chercher ce que je voulais. Résultat, mes premiers amours de science-fiction, ma découverte de la science-fiction, c'était probablement les Manches forêts, dont on parlait. Et cette collection, notamment celui-ci, avant de le retrouver dans tes rayons, là, je ne m'en souvenais plus. Ça, c'est probablement si j'ai bonne mémoire, mon premier... oui, Jean-Marc Ligny, mon premier contact avec le cyberpunk. Vas-y, montre-le un peu plus près de la caméra. Voilà. Jean-Marc, si tu nous regardes. On en profite pour saluer Jean-Marc Ligny, oui. Ouais, j'en ai depuis relu, mais en les achetant pour mes élèves, celui-là, je ne m'en souvenais pas du tout. Bref, voilà. Et puis pour la fantasy, je pense que c'était Eric Lhomme, le livre des étoiles.
Le premier coup de cœur aussi, où j'ai vraiment... je me suis retrouvé transporté dans un autre monde, un monde secondaire, et où j'ai découvert cet imaginaire qui me faisait penser au Arthur et tous ces trucs-là qui bercent l'enfance plutôt. Après, il y a eu pour l'adolescence, pendant l'adolescence, j'ai découvert Asimov. Donc le premier que j'ai lu, je pense, c'est Les Cavernes d'Acier, ou Les Dieux eux-mêmes, comme je disais. Je pense que c'est Les Cavernes d'Acier. Et puis mon grand amour de science-fiction d'adolescence, c'est évidemment Philippe K. Dick avec ses. Alors là, c'est la trilogie divine, qui est la quadrilogie puisqu'il y a le prélude. Mais historiquement, la trilogie qui m'a le plus marqué, je pense. Mais bon, j'ai absolument tout aimé, même ces romans dits mineurs. Et dans l'horreur, eh bien Lovecraft, que j'ai découvert quand j'étais en 5e, je crois. Si je dis pas de bêtises, 5e ou 4e. J'ai un souvenir très précis de 4e, où je lisais ça en attendant que le cours de physique commence, et mon prof vient le prendre. Et je lui demande s'il connaît, il me dit oui, mais je connais, j'ai juste joué au jeu de rôle. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait aussi un jeu de rôle Lovecraft. Oui, il a pas de Cthulhu. Et donc Lovecraft, j'ai dû le rencontrer en fait dans les pages de Bifrost ou sur les forums ou les critiques du Cafard Cosmique, à mon avis. C'est là où j'ai dû en entendre le plus parler. Et je me souviens être allé à la Fnac vraiment pour acheter du Lovecraft spécialement, qui était un peu moins... Il y en avait, j'en ai trouvé assez facilement, mais qui était moins mis en avant et moins facilement trouvable que de nos jours. Là, c'est l'Appel de Cthulhu avec une couverture qui ne correspond pas du tout à la nouvelle, mais qui est magnifique. On dirait plutôt les contrées du rêve ou de la fantasy, de la dark fantasy. Voilà pour le parcours dans la fiction. Et puis pour le côté plus théorique, en fait, je pense que j'ai découvert qu'on pouvait dire des choses comme dans les cours de français intéressantes, etc., sur l'imaginaire avec les boutons électriques, tout simplement. Le premier livre de chez eux qui m'est vraiment marqué, etc., puisque c'était l'époque où je découvrais un peu l'histoire, c'était Space Opera de je ne sais plus qui. Magnifique livre avec des tas d'illustrations érudites, et puis surtout qui parvient vraiment à transmettre une passion. Feu les moutons électriques, malheureusement. Oui, et malheureusement. Ouais. Et d'ailleurs, pour Confidence Ludo, c'est marrant que tu l'évoques, parce que figure-toi que parmi les deux sources d'inspiration qui m'ont aidé à convaincre mes profs d'université de me laisser me lancer dans une thèse sur des super-héros, sur l'imaginaire, comme tu sais, et ben il y a eu donc Vampire et Bayou de Morgan Cosario à l'époque, et il y a eu donc on ne le trouve plus maintenant, et il y a eu également Super-héros La Puissance des Masques de Jean-Marc Lenné. Voilà. Et d'ailleurs, une autre étape, parce que je le trouve assez incroyable, mais de toute façon, les essais, là c'était la bibliothèque des miroirs, je crois, non ? Oui, c'est ça. Oui, et sont assez incroyables globalement. Il y avait Super-héros et mythologie de Alex Nikolavitch. Oui, magnifique aussi. Qui est magnifique. Et puis il y avait eu, alors j'ai oublié le nom des auteurs, mais celui sur Jack Kirby aussi, qui est très bien et qui est plus technique encore. Il va assez loin dans l'analyse littéraire. Il a aussi celui sur les zombies aussi qui est incroyable. Oui, que j'ai aussi. Ouais. Ah non, mais alors qui est plus encyclopédique, là où comme ils ont un sujet plus restreint, celui sur Kirby, etc., vont vraiment loin dans l'analyse et dans le. Mais les moutons, ils ont vraiment fait des ouvrages d'essais magnifiques. Oui, et d'ailleurs, il y en a eu un c'est Patrick Marcel, il est là-bas. Donc le voici, c'est sa réédition, je le conseille à tout le monde, c'est surtout que tant qu'on le trouve. Au départ c'était Toutes les vies, je crois, ou les 1001 vies il y avait toute une série, il y avait eu sur Hercule Poirot, Sherlock Holmes, sur James Bond, il y a etc. les vies et il y a les morts aussi. Oui, tout à fait, il y a les morts il y a celui sur Jack l'Éventreur. Voilà. Et le délire, si je puis dire, c'était un peu et d'ailleurs ça m'a inspiré directement, je pense, sur mon livre, même si inconsciemment, c'était de faire comme si en fait l'intégralité de la fiction autour de ce personnage était réelle, et donc ça mêlait à la fois une sorte de biographie qui tissait une cohérence entre tous les écrits sur un personnage,
et une analyse plus profonde. C'était un exercice de style assez impressionnant. Et toujours incroyablement illustré. Voilà, l'iconographie, toujours un vrai plaisir. Et je pense que d'ailleurs, j'ai écrit mon livre comme un voyage à travers tout d'abord les lieux où a vécu Lovecraft, donc Providence, dans le Rhode Island, et puis New York un petit bout. Et ensuite, au fur et à mesure de l'analyse en fait des chapitres, je traverse d'autres lieux de plus en plus imaginaires. Il y a d'abord donc Arkham, puis après on va carrément dans les contrées du rêve, R'lyeh à la fin, je vais y arriver. La mythique cité, non pas la citique mythée de Cthulhu. Oui, c'est un beau lapsus. Et je pense qu'en fait, quelque part, l'idée m'est venue de Patrick Marcel, quelque part. Voilà. Rendons à César. Voilà. Et donc, c'est les introductions des chapitres, en fait, qui sont sur mode fictif. Après, par contre, je suis dans l'analyse classique. Je ne me sentais pas de me lancer dans un tel exercice de style. Alors justement, comme tu abordes ton livre, c'est parfait, on va creuser un peu. Comment tu as structuré ta pensée, sachant que c'est quand même un énorme morceau? Alors en fait, j'ai commencé par le plan, puisque de toute façon, pour lancer le projet, il fallait un plan. Et il faut croire qu'il n'était pas si mal pensé à la base, puisque j'en ai pas changé. Je crois que j'ai rajouté quelques sous-parties. Par exemple, dans les auteurs qui ont inspiré Lovecraft, il y en a certains sur lesquels j'avais pensé à faire une partie à la base du genre Hodgson, avec c'est la maison au bord du monde, oui c'est ça. Et finalement, en fait, ils n'ont pas tellement influencé Lovecraft, puisqu'il les a découverts très très tardivement, à une époque où il avait écrit quasiment toutes ses nouvelles. Et j'ai découvert d'autres auteurs qui l'ont plus profondément influencé, dont certains que j'ai lus pour le livre, Machen, ou Machen, je ne sais pas comment se prononce, Blackwood par exemple, les vieux auteurs fantastiques, en fait que je connaissais de nom, mais dont j'ignorais l'influence exacte sur Lovecraft, et que j'ai lu pour écrire le livre. Mais à part ça, le plan est resté plus ou moins le même. De toute façon, quand je me suis vraiment mis à alors d'abord, je me suis fait une première bibliographie pour avoir un horizon. Et puis je suis venu ici à Aumerveille, c'était le confinement. Les librairies venaient d'être ouvertes comme des commerces essentiels. Oui, les commerces essentiels. Je cherchais le terme exactement. C'était assez impressionnant. J'avais l'impression d'être dans Deus Ex, je me souviens encore, on avait ça plus la menace terroriste. Résultat, il y avait personne dans les rues. Il y avait un virus, mais il y avait des militaires qui circulaient. Oui, on n'est pas loin du quartier militaire. Quand on y pense quand même. Et puis moi, je venais chercher en fait j'avais dû te le commander par téléphone, donc les 2 tomes de Je suis Providence de S.T. Yoshi, qui a été mon principal guide. On a toute personne qui écrit sur Lovecraft de nos jours a à la fois l'immense chance et l'immense pression, j'allais dire, d'avoir S.T. Yoshi qui existe, donc un Américain d'origine indienne qui a consacré l'essentiel de sa carrière à Lovecraft et qui a fait quelque chose d'exemplaire. Je pense qu'il y a peu d'universitaires dans toute l'histoire de la littérature qui a fait un tel travail de fond et de recherche, et qui a tellement apporté à la connaissance d'un auteur, puisque avant lui, en fait, Lovecraft était de la propriété plus ou moins légale. Disons que ça marchait plus par intimidation que par vraie propriété intellectuelle de Arkham House, qui était la maison d'édition de Derleth, qui a beaucoup apporté aussi pour la popularisation de Lovecraft, mais qui avait ses partis pris, qui avait notamment certaines lettres que je cite dans mon livre, dans les éditions faites des lettres par Derleth, avaient été censurées. En fait, certains passages que je cite, les lettres étaient publiées, mais coupées les passages les plus polémiques, dont je veux dire l'un des plus
des plus connus maintenant parce qu'il est quand même assez choquant vu qu'on parle de l'autre côté de la Seconde Guerre mondiale où il espère que, en figure de style, il dit qu'est-ce que j'aimerais que Adolf Hitler libère ses cases mortelles sur Brooklyn et tous ces métèques, ou je sais plus quel terme on emploie, mais et la Seconde Guerre mondiale n'avait pas encore eu lieu et vu de notre côté c'est quand même particulièrement malheureux comme d'autant qu'il le pensait peut-être à ce point-là. Alors bon, il était spécialiste des envolées dans ses lettres, mais il adorait se battre par lettres interposées. Oui, tout à fait. C'était un grand polémiste. Heureusement qu'il est né avant Internet, les réseaux sociaux, parce qu'il aurait eu les réseaux sociaux déjà. C'est pas dit qu'il aurait écrit de la fiction, et puis il aurait passé tout son temps à troller des gens et peut-être pas à troller, mais à débattre en tout cas. Et puis dans l'époque actuelle, il se serait rendu infréquentable et impubliable. Donc voilà. Et donc ST Yoshi en fait a commencé à une époque où Lovecraft s'étudiait surtout dans les fanzines et avec le temps en fait il a presque établi j'exagère mais à peine une biographie au jour le jour de la vie de Lovecraft et surtout il est arrivé à rassembler toutes les lettres en circulation et en ce moment encore il est en train de faire une édition complète des lettres de Lovecraft qui est ma principale source en fait pour cet essai. Pour la partie biographie, je me suis beaucoup reposé sur Yoshi et très occasionnellement sur des lettres, mais bon, en 1500 pages, il avait traité quand même les aspects les plus importants de sa vie. D'autant que moi, ma partie est beaucoup plus courte. Et pour le reste, j'ai fait attention en fait à chaque fois que j'avançais une hypothèse d'analyse, quelque chose de revenir, d'aller chercher dans les lettres, non seulement de chercher dans la fiction, mais de faire une contre-vérification dans les lettres pour voir s'il disait quelque chose à ce sujet, ou si au moins il avait une posture, des propos qui étaient cohérents avec l'hypothèse que j'émettais. Et parfois d'ailleurs qui redisait exactement la même chose en fait d'une autre façon. Voilà. Est-ce que tu as découvert des choses ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Ne serait-ce qu'en lisant la biographie de Yoshi, j'ai découvert énormément puisque la première partie, là je vais revenir à la question, mais la première partie que j'ai rédigée était celle sur le racisme justement, puisqu'il m'a semblé que c'était la plus délicate. C'est un sujet sur lequel j'étais plus ou moins néophyte, c'est-à-dire que je connais pas grand-chose à l'histoire du racisme, hormis ce qu'on peut en lire dans les médias. Et donc je me suis un peu documenté, et je me suis beaucoup intéressé à cet aspect. Enfin, j'ai relu une deuxième fois le Yoshi et les lettres que j'avais à ce moment-là, sous cet angle. Et en fait, c'est vrai que j'étais un peu rentré, ça c'est assez rigolo, puisque j'étais un peu rentré dans cette étude avec ce qui me restait finalement de mon impression de Lovecraft, de lecteur de Lovecraft, mais pas forcément de lecteur de ses lettres. Je connaissais sa fiction, je connaissais de très loin sa biographie, mais j'en savais ce qui avait été publié dans des ouvrages comme celui-ci. Et qui finalement rendent pas forcément justice à la complexité de l'être humain, à son évolution. Je parle pas particulièrement de celui de Patrick Marcel, hein. Celui-là, peut-être que je ne me souviens plus de la partie biographique. Je parle au global de l'impression que moi j'en avais. Et finalement, voilà, ça, j'ai découvert vraiment toute la complexité. Et là où je partais avec l'idée qu'on en a un peu, qui est du mythe qui a été créé de Lovecraft, d'un ermite un peu condescendant, très raciste, réactionnaire, pas forcément très sympathique, puisque ça va avec le côté un peu, j'allais dire, otaku de l'époque. Et j'ai découvert une personne tout à fait différente en fait dans les lettres, et puis des points de vue effectivement plus complexes, notamment pour ce qui est du racisme, où il a beaucoup évolué. C'est vrai qu'à un moment dans l'introduction, je dis qu'il a une haine indécrottable des étrangers. Il y avait quelqu'un avec qui j'ai discuté sur internet qui me disait la haine, le mot est peut-être un peu fort pour la fin, même s'il restait raciste à notre sens à nous, et qui gardait une hostilité et une envie de chacun chez soi. Il avait énormément évolué sur ces choses-là.
Donc oui, pour ça, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai découvert aussi les nouvelles, puisque je n'avais par exemple pas lu les réécritures qu'il avait fait pour d'autres auteurs, les révisions, comme on dit, qui sont en fait parfois à 95% de lui, mais voilà, qui sont très intéressantes dans l'histoire de l'établissement de sa fiction, puisqu'il y en a plusieurs qui sont des quasi-brouillons en fait de nouvelles qu'il va faire après. Je pense par exemple au Tertre, qui a été fait, si je sais pas, je dis pas de bêtises, avant Les Montagnes Hallucinées, et qui l'annonce par bien des aspects. Donc c'est une nouvelle intéressante. Après, c'est effectivement pas ses meilleures, puisque de toute façon il était contraint. Il y passait probablement moins de temps que à ses nouvelles propres, puisqu'il avait une obligation de rendu. Voilà. Donc effectivement, j'ai découvert, heureusement d'ailleurs, si j'avais passé 4 ans à ne relire que des choses que je savais déjà, je sais pas ce que j'aurais fait de mon temps. Alors, outre la biographie assez fouillée que tu as fait de Lovecraft, est-ce que tu peux nous parler un peu des autres parties du livre ? Oui, bien sûr, d'autant que je m'appesantais tissé sur la biographie, alors qu'elle est assez courte, fait une soixantaine de pages, je crois, 70. Et c'est pas du tout la partie qui m'a demandé, entre guillemets, le plus de travail, au sens où là, c'était beaucoup de reformulation, soit de synthèse donc du colossal ouvrage de Yoshi, soit de reprise de passage des lettres, enfin de référence, quoi. Et ensuite, en fait, je me suis intéressé tout d'abord à la structure de l'œuvre et aux méthodes d'écriture de Lovecraft, donc à son travail littéraire, vraiment d'auteur. Puis après, je parle de l'intérieur, du contenu, c'est-à-dire l'univers de Lovecraft qu'il a créé. Là aussi, il y a un petit... ça a été un peu difficile parce que je voulais me limiter en fait à ce qu'avait écrit Lovecraft lui-même, ce qui est parfois un peu... il faut vraiment revenir aux nouvelles, puisqu'on est très influencé par toutes les choses qui ont été écrites par la suite, et aussi par le jeu de rôle, évidemment, et la réception qu'on en a eue. Et parfois, voilà, on n'est pas à l'abri d'erreurs, de plus se souvenir si c'était apparu après dans les continuations de Derleth, ou si c'était effectivement cité chez Lovecraft. De même, là-dessus, il y a eu un biais installé par Derleth et par le jeu de rôle, dans une continuité qui est de vouloir rendre cohérent tout ça, de vouloir créer un univers Lovecraftien. Derleth notamment avait été très influencé à la fois par sa foi chrétienne, avec un petit côté manichéen, et par sa passion pour la mythologie grecque, et donc a voulu notamment faire des espèces d'équivalences entre les dieux Lovecraftiens et les éléments, des choses comme ça, des relectures qui ne sont absolument pas chez Lovecraft. Donc voilà, ça demandait un petit peu de tri. Ensuite, je pars dans la partie d'analyse profonde, si je puis dire, où je vais m'intéresser en fait... ah non, j'ai oublié une partie, c'est la partie des influences littéraires, qui manifestement est assez plaisante. Enfin, moi, elle a été très plaisante à écrire parce que j'ai découvert plein d'auteurs où j'ai pu lire des auteurs que je voulais lire depuis longtemps. Et puis après, je rentre dans l'analyse, donc en parlant de la philosophie de Lovecraft, de ses visées esthétiques, si je puis dire, et vraiment de ce qu'il a voulu faire et de ce qu'il a pu apporter à l'histoire du fantastique ou de l'imaginaire de manière générale, pour aboutir la toute dernière partie et un peu l'histoire en accéléré de l'après-Lovecraft et du trajet assez étrange qu'il a eu, au sens où il est passé d'un auteur qui avait finalement une popularité très très limitée, qui se limitait au pulp et au fanzine, où là il y avait un petit groupe de fans de Lovecraft, mais vraiment extrêmement réduit, à un personnage absolument omniprésent, ou du moins omniprésent par ses créations. Il suffit d'aller sur Steam, comme je disais, dans les jeux vidéo, dans les jeux de plateau, dans la littérature, bref, tout l'imaginaire. Il semble être devenu assez inévitable. Et c'est vrai que c'est dans la mesure où il n'y a pas eu de sortie telle une trilogie par Peter Jackson ou George Lucas, c'est une trajectoire qui est assez unique, je trouve. Ça a été vraiment un parcours lent et constant.
Alors que Ludo a été interrompu par un appel qui ne venait pas de Cthulhu, ça aurait pu. Je disais, oui, parmi les influences possibles, tu le cites d'ailleurs, on a Arkham chez DC Comics pour Batman, avec l'asile d'aliénés si célèbre dans tant de runs incroyables de l'homme chauve-souris. C'est vrai que c'est quand même dingue de se dire que ce monsieur qui a connu la maladie mentale, non seulement la sienne, enfin sa santé s'est dégradée à la fin de sa vie, c'est comme ça qu'il est décédé, et il a été marqué notamment par la maladie mentale de ses proches. Il est très marqué par la folie, Lovecraft. Oui. C'est vrai que la folie, on l'associe beaucoup à Lovecraft, la folie. La plupart des jeux de rôle ou des jeux vidéo grandement influencés par Lovecraft font apparaître la folie. Ce qui est un peu étonnant d'une certaine manière, au sens où finalement les personnages ont plutôt tendance à devenir fous comme une conséquence. C'est pas tellement la menace a priori des héros, enfin des protagonistes Lovecraftiens. Mais pour lui, par contre, ça a été une sorte d'épée de Damoclès, au sens où son père, ses deux parents sont morts à l'hôpital, à l'hôpital Butler de Providence. Et les deux, à la fin de leur vie, avaient effectivement été dans un état de santé mentale, avant tout assez dégradé. Pour son père, a priori, il n'a pas eu les détails, mais il savait bien qu'il était hospitalisé. Et lui, il a toujours cru qu'il était tombé dans une espèce de catatonie. Bon, ce qui, de toute façon... Et résultat, il était persuadé lui-même d'être, pour le citer, d'une très faible constitution nerveuse, comme on le disait à l'époque. De toute façon, il le savait par ses dépressions, mais on sentait tout de même cette angoisse, même si, à ma connaissance, ou du moins, c'est pas, enfin, dans mes souvenirs, et c'est pas quelque chose de régulier, il ne parle pas de la folie, du spectre de la folie pour lui dans ses lettres. Alors, vraiment de manière très anecdotique. Il a notamment beaucoup inspiré Stephen King dans ses théories sur l'horreur. Je ne sais pas si tu as lu le bouquin de King sur la manière d'écrire de l'horreur. Eh bien non, figure-toi. Eh bien, je te conseille de le faire. C'était dans mes listes. Il cite notamment Lovecraft parmi ses sources d'inspiration, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît. Oui, ça par contre je le savais, oui. C'est pas du tout étonnant. Mais voilà, un auteur à découvrir et à redécouvrir dans la popularité qu'il a actuellement, dans l'aura qu'il a toujours. On va peut-être donc te questionner maintenant sur tes projets, parce que du coup c'est le premier, mais peut-être que c'est pas le dernier, et peut-être que tu as d'autres idées en tête. Oui, j'aimerais bien m'essayer à l'écriture romanesque, pas forcément d'ailleurs dans l'imaginaire. Et puis pour la partie non-fiction, eh bien, ça c'est à voir. C'est à voir déjà l'accueil qui est réservé à ce livre-là. Et puis selon les opportunités également. C'est vrai que j'ai pas mal d'envie ou d'idées, plus que de temps disponible, hélas. Déjà on sait que la couverture, que l'édition First Print chez Ford n'est plus disponible, et malheureusement elles ne sont plus réimprimées. C'est la politique de Ford. Donc vous devrez vous contenter, si je puis dire, et encore qu'elle soit quand même très jolie, de l'édition classique. Oui, voilà. On précise du coup que si on veut te rencontrer, Ludo, tu seras à Aux Merveilles en dédicace. Ce sera le 30 janvier. Non, le 31. 31. Dernier jour de l'année. Surtout pas de l'année, mais du mois. Janvier est un mois terrible. C'est ça. Je suis toujours pas dans janvier. Le 31, pardon. Le samedi 31 janvier. Tu seras à Aux Merveilles à partir de 14h. 14h, voilà. 14h. Donc n'hésitez pas... toute l'après-midi. Jusqu'à ce qu'on me mette dehors. À venir faire un tour pour rencontrer Ludovic pour son premier bouquin. Encore félicitations pour ce chouette accomplissement. Je ne doutais absolument pas de ta réussite dans le projet, mais ça fait toujours plaisir. Je pense que tu seras d'accord avec moi de voir naître comme un objet physique. Effectivement, quand il arrive physiquement, il y a un petit côté naissance, effectivement. Ouais. Puis bon, en plus on se dit que voilà, on n'a pas passé tout ce temps-là sur... puisque entre le fichier Word qui pèse quelques mots au maximum, et ça... oui, il y a tout un monde. C'est plus gratifiant. Il y a tout un monde, et en plus,
On reste dans la logique de Ferd, hein, j'en profite pour vous saluer, équipe de Ferd. On reste dans cette logique, c'est-à-dire que, vous l'avez vu, c'est vraiment un bel ouvrage, c'est-à-dire maquetté tout comme il faut, et voilà, relu avec très très grand soin, relu et corrigé avec très très grand soin, et je crois que c'est Damien Méchery qui t'a supervisé. Tout à fait. Salutations à Damien. Ah oui, et puis que je remercie encore pour son accompagnement. Oui. Oui. Une dernière question peut-être. Est-ce que tu as déjà d'autres dates prévues? Tu sais si non, tu vas faire d'autres dédicaces? Alors peut-être s'il y a d'autres personnes qui ont envie de t'inviter. Ah bah avec grand plaisir. J'ai quelques contacts à te donner. J'ai été bien pris ce mois-ci, donc c'est... Voilà, bon, et ben en tout cas Ludo, on te remercie, ça fait très plaisir de t'avoir écouté, merci à vous avec nous. Et puis on te souhaite toute la chance et tout le bonheur pour la suite. Et merci beaucoup. À bientôt, j'espère.